Bonjour, j'espère qu'on ne vous a pas tous perdu en route. En tout cas, excusez-nous pour l'intermède qui a duré un peu plus d'une minute 30. On reprend après ce débat autour des bénéfices pour les entreprises et on va parler un peu des collectivités. Mais je voudrais faire un tout petit arrêt sur image, très spécial. Cette semaine, il y a un grand acteur du coworking qui nous a quittés, c'est Jean-Antoine Rodriguez de la société Steelcase, qui a beaucoup œuvré pour le développement du coworking. J'aimerais qu'on se souvienne de lui, en particulier ce soir. Je vais présenter les intervenants qui vont venir maintenant à cette table. Donc, nous avons Rémi Sellier. Rémi Sellier est du CGET. CGET, comme chacun sait, veut dire Commissariat général à l'égalité des territoires. C'est un service du Premier ministre, si je ne me trompe pas. C'est ça? C'était, mais je reviendrai sur. Ah bon, d'accord. Pascal Minguet-Deschamps, qui nous vient de Bourgogne-Franche-Comté, qui est le directeur du numérique pour la Franche-Comté. Je ne suis pas directeur. Il n'est pas directeur. Chargé de mission. Chargé de mission. Bon, deuxième faute de ma part. Et puis ensuite, Gérard Peltre, qui est un Européen convaincu dans la ruralité, donc qui nous parlera de tous ses mandats, un tout petit peu, pas trop, parce qu'il y en aurait quelques heures, mais qui nous parlera de la ruralité et de l'attachement qu'il y a, et comment il voit le coworking à travers cette ruralité. Et dans son intervention, on présentera une vidéo sur un village que vous connaissez tous, qui a 840 habitants dans l'Aveyron, et qui a développé ou qui développe un espace multimédia très intéressant. Et enfin, nous avons quelqu'un de la région Île-de-France, qui est Stéphanie Chassa. Stéphanie Chassa est une DRH qui est en charge du déploiement du coworking, enfin du télétravail plus exactement pour cette région pionnière, qui nous dira comment la région Île-de-France est venue, à l'occasion de son déménagement à Saint-Ouen, mettre en place le télétravail à un échelon presque industriel, on va dire. Voilà. En quelque sorte. Donc, Rémi Sellier, je vais vous passer la parole. Vous avez, peut-être qu'il faudrait déjà rappeler un tout petit peu ce que c'est que le commissariat général à l'égalité des territoires, quel est le rôle qu'il a, et puis en particulier pour le télétravail. Et donc, votre mission au sein de ce commissariat, puisque on parlera aussi du rapport de la mission coworking. Vous avez vu en boucle avant 17h, pardon, le rapport, une vidéo sur le rapport de la mission coworking qui a été extrêmement bien fait par la fondation Travailler Autrement autour de Patrick Levi's. Et donc Rémi Sellier va nous en toucher quelques mots. Donc, quelle est votre mission? Comment vous inscrivez dans le télétravail? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être concis parce que j'ai peu de temps. Donc, je ne vais pas trop développer l'émission du CGET, mais le CGET, en un mot, c'est le Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, c'est un service du ministère de la Cohésion des territoires. C'était anciennement un service du Premier ministre, donc vous n'étiez pas totalement dans l'erreur. Et c'est un service donc, qui s'occupe de toutes les politiques d'aménagement du territoire. Donc politique des quartiers prioritaires de la ville et politique d'aménagement globalement, donc le programme Action Cœur de Ville, revitalisation des centres-bourgs, maisons de service au public. Et le CGET a entre autres travaillé aussi sur comment déployer le télétravail en France. Il y a un site qui s'appelle télétravailler.fr, il me semble, je vous laisse vérifier, qui présente un peu ce qu'est le télétravail en France, où on en est, etc. Et moi, je travaille plus précisément au CGET au sein d'une mission qui s'appelle la mission stratégie de recherche et innovation. Et nous, on travaille, je ne vais pas développer, mais ça mériterait un développement parce que ça va paraître théorique, sur comment le soutien à l'innovation sociale, comment le soutien à des porteurs de projets locaux, mais donc à l'innovation sociale en général, oblige à repenser l'action publique. Et donc, comment on pense l'action publique autrement, de manière plus horizontale. Et donc, ça se matérialise notamment sur... on essaie de travailler la question de l'essaimage. Donc, comment on diffuse des projets qui ont fait leurs preuves dans les territoires. Comment on travaille, on développe une ingénierie d'essaimage, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur le subventionnement de projets, le soutien à des projets ponctuels, mais on a du mal à travailler sur le changement d'échelle de ces projets et la diffusion des projets qui ont fait leurs preuves. Et, ok. Et donc, je le dis parce que c'est important pour moi, à mon avis, cette ingénierie de l'essaimage, c'est vraiment au cœur du rapport qu'on a fait sur les tiers-lieux, donc que vous avez parfaitement présenté, donc qui s'appelle Faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Bon, c'est un nom un peu peut-être présomptueux, je ne sais pas, ou ambitieux en tout cas, ça présente une ambition. Donc pour dire, notre mission à nous, Stratégie de recherche et innovation, a été mobilisée
pour appuyer Patrick Lévivette, qui est président de la Fondation Travailler Autrement, qui avait été missionné par Julien de Normandie, à l'époque secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, qui avait confié une mission donc, à Patrick Lévivette sur comment développer le coworking en dehors des métropoles. Et donc ça a été notre point de départ. Donc pour aller assez vite, l'idée c'était, aujourd'hui on travaille sur le déploiement du numérique, la couverture numérique des territoires, comment anticiper les usages du numérique dans ces territoires et comment on fait pour développer le coworking, qui est une des conséquences, entre guillemets, ou qui est facilitée en tout cas par le numérique aujourd'hui. Et en gros, on a fait 6 mois de mission de février 2018 à juillet 2018. On a rendu le rapport en septembre 2018. Et j'en redirai un mot. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, d'aller sur les territoires, de rencontrer des espaces de coworking, d'aller sur le terrain. On a visité 13 régions, on a mobilisé des tiers-lieux. Et notre objectif, c'était quel rôle des espaces de coworking en France, quel potentiel pour les territoires ruraux et comment accélérer cette dynamique. Donc comment l'État, l'acteur public, les collectivités territoriales peuvent soutenir le coworking et accélérer son développement dans les territoires. Et pourquoi? Mais en fait, j'ai essayé d'être rapide, mais en fait, de coworking, on est passé à tiers-lieux parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans les territoires ruraux, ce qui primait, en fait, c'était pas forcément des espaces de travail partagés. C'était avant tout des tiers-lieux qui, on y reviendra, donc qui mixent donc du travail partagé, des cafés culturels, des cafés associatifs. En fait, tiers-lieux comme lieu de rencontre. Et finalement, ce rapport, il s'est penché sur qu'est-ce que sont ces tiers-lieux dans les territoires. Et en fait, on a fait le constat que ces tiers-lieux, c'était vraiment des moteurs de redynamisation des territoires ruraux et qu'ils avaient un véritable potentiel pour recréer de l'activité dans ces territoires, recréer des coopérations entre entreprises, associations, collectivités territoriales. Donc en fait, c'était des espaces de rencontre et de création de projets communs au service des territoires. Donc c'est un peu ça la conclusion de la mission. Et je dirais que nous, on a vu les tiers-lieux comme des dispositifs d'activation des ressources locales. En fait, des espaces de rencontre, interface, je dirais, ouverte. Et pour dire un mot sur tiers-lieux, quand même, tiers-lieux, ça vient d'une définition de Ray Oldenburg, qui était un sociologue américain, qui en 90 définissait les tiers-lieux comme un espace entre la maison et le lieu de travail. Et c'est assez large. Et je dirais que nous, on a essayé de redéfinir ce qu'était le tiers-lieu aujourd'hui en 2018. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire et qui l'avaient fait auparavant. Et donc, on s'est appuyé sur leur définition. Comme je vous le dis, pendant ce rapport, on a essayé quand même de consulter au maximum ceux qui font les espaces de coworking et les tiers-lieux en France. Et avec eux, on a réussi à définir 3 caractéristiques et je dirais même 3 conditions de réussite des tiers-lieux. Pour moi, un tiers-lieu, c'est avant tout une communauté. C'est un lieu qui est porté par une communauté dynamique. Et je le dis parce que c'est important quand on parle du rôle des collectivités territoriales au service des tiers-lieux. Donc, c'est une communauté dynamique. C'est un lieu où une communauté qui s'approprie un lieu et qui porte des valeurs communes. Alors, ça peut être des choses très simples comme juste l'envie de travailler ensemble dans un espace. Ça peut aussi être des choses plus complexes comme avoir envie chercher un impact sur la transition écologique, chercher à développer des solutions nouvelles. Par exemple, moi, j'ai visité un tiers-lieu, la mine à Villeurbanne, qui essayait de développer un champignon qui pousserait au sein d'un cadre de vélo, un champignon suffisamment dur pour faire un cadre de vélo, une sorte de champignon qui a une texture de bois. Bon, bref, je m'égare, mais l'idée, c'est dans ces lieux-là, on essaye d'inventer de nouvelles choses et avec de nouvelles manières de travailler. Et pour moi, ça, c'est le cœur du tiers-lieu. Donc, une communauté, un lieu où on essaie de faire des choses ensemble et enfin, un lieu de mixité. Et ça, pour moi, c'est important. Les tiers-lieux, ils se définissent comme des lieux ouverts. Et pour moi, il y a un réseau qui est assez marquant quand on parle de tiers-lieux, c'est le réseau des tiers-lieux libres et open source qui s'inspire de la culture du libre et de l'open source et qui pense en fait les tiers-lieux comme des espaces en fait d'appropriation de la ville, de libre appropriation, des espaces où citoyens, entreprises, collectivités, enfin une multitude d'acteurs peut se rencontrer. Et donc pour moi, c'est vraiment ça le tiers-lieu, c'est un espace commun où on se rencontre. Et je vais essayer d'aller assez vite, après ça devrait aller. Normalement, Antoine Buret, je dirais juste un mot là-dessus, sociologue des tiers-lieux, et je vous recommande la lecture de ce qu'il a fait, a dit récemment prenez un lieu, une intuition et documentez ce que vous faites, et ça fait tiers-lieu. Et pour moi, je trouve ça vraiment intéressant et vraiment caractéristique de ce qu'on appelle tiers-lieu. C'est vraiment cette tentative de
penser le lieu comme un commun, alors comme un bien commun, où là je vois la pancarte qui se lève, comme un bien commun partagé entre différents acteurs, et comment ces acteurs peuvent ensemble créer quelque chose. Donc pour terminer, je dirais juste que pour moi, ce qui est intéressant dans les tiers-lieux, au-delà du télétravail, et j'ai pas peu parlé de télétravail parce qu'on en a beaucoup parlé dans la première partie, et je pense que c'est un peu un autre sujet. Enfin, c'est un peu un autre sujet. C'est des sujets qui sont complémentaires, comme le disait Baptiste. Non, mais c'est bien d'avoir cette vision un peu plus élargie, que c'est pas seulement du télétravail, le tiers-lieu, ça va beaucoup plus loin. C'est un espace d'activité qui fait renaître des territoires. C'est un peu ça. C'est ça. Et moi, ce que je trouve intéressant avec les tiers-lieux, Ma vision aussi. et ce qui doit nourrir, à mon avis, la pensée de l'acteur public, et ce qui doit, nous, acteurs publics, nous questionner, c'est la façon de travailler des tiers-lieux, et c'est le processus de construction d'un tiers-lieu plutôt que le lieu en tant que tel. Et donc nous, c'est ce qu'on a préconisé à la fin du rapport, c'est s'intéresser aux tiers-lieux déjà premièrement en tant que nouveaux acteurs, en tant que communauté agissante de l'innovation dans les territoires, mais aussi en tant qu'acteurs qui questionnent nos manières de travailler. Et donc moi, je voulais juste terminer là-dessus, je voulais juste dire qu'en fait, à mon avis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de sortir des espaces de coworking et des espaces de travail à distance et penser le coworking en tant que tel. Et chercher tout à l'heure, parce qu'en fait, je ne l'avais jamais cherché, la définition de coworking sur Wikipédia. Et en fait, ils disent espace partagé et réseau de travailleurs encourageant ouverture et échange. Et je trouve que cette deuxième partie, on a tendance à l'oublier en fait. Et les espaces de travail partagés, l'optimisation immobilière, on sait faire en fait. Et ça, on le fait au quotidien. Il y a plein d'entreprises qui externalisent et font du télétravail pour externaliser leurs locaux. C'est pas mal, je trouve ça plutôt intéressant en réalité. Mais travailler ensemble, collaborer, coopérer, c'est pas si simple que ça en fait. On en parle beaucoup, mais on a du mal à le faire. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à réinventer. Il y a des choses à faire ensemble. Et pour moi, l'acteur public, et je terminerai là-dessus, l'acteur public et les entreprises ont des choses à co-construire ensemble dans des espaces communs. Et pour ça, on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les tiers-lieux, du processus tiers-lieux. Et juste pour donner un exemple assez concret, je pense que par exemple, quand on parle de maisons de services au public, pour essayer de remettre des services publics dans les territoires, peut-être qu'on devrait réfléchir à comment, au lieu de penser des lieux, des guichets de services publics, on pense des lieux communs ou des lieux communs habitables, attractifs, intéressants, dans lesquels s'insèrent les services publics, s'insère l'acteur public, et comment cette dynamique-là, elle nourrit aussi la façon de travailler des administrations. Voilà. Je crois que vous faites plaisir à beaucoup d'espaces de coworking qui sont tiers-lieux, parce qu'en fait, tous ceux qui créent des espaces de coworking en province, je ne parle pas des grandes métropoles, parce que c'est un petit peu différent, mais même, c'est vrai aussi, on ne peut jamais faire des définitions strictes, mais très souvent, en tout cas, celui qui crée ou celle qui crée un tiers-lieu dit qu'il faut d'abord créer la communauté. Exactement. Il faut d'abord créer la communauté. Ce n'est pas un lieu, c'est d'abord une communauté. Et après, on l'équipe. Et en fait, ceux qui créent la communauté participent à la création du lieu. Et c'est cela qui fait que le tiers-lieu devient quelque chose de rayonnant. Voilà. En tout cas, merci pour cet éclairage. On reviendra un petit peu à la fin de notre débat sur le rapport, parce qu'il faudra peut-être nous donner un petit peu des suites. J'ai tenté de noyer le poisson. Et puis, On n'oubliera pas. Et puis, je vais vous taquiner. On reviendra sur une question quand même. Il y a des grandes administrations que je connais. Allez, je vais en citer une. On va dire la Caisse des dépôts. Il n'y a pas de télétravailleurs en Caisse des dépôts quasiment. Alors pourquoi? Et vous parlez de SMH, c'est pas avec la Caisse des dépôts, vous faites le SMH. Non. Bon, j'espère qu'ils n'écoutent pas là. Regarde. Si. Pascal Minguet, vous êtes en Bourgogne, une belle région. Bourgogne-Franche-Comté, parce Oui, qu'on a fusionné Franche-Comté, oui, depuis pardon. quelques années. Je vais m'attirer des foudres politiques. Non, pas du tout. Mais vous êtes donc dans la mission donc, de développer le numérique dans cette grande Ouais. région. Je suis Par sur les les usages, moi. Alors je suis dans pas les du tout dans usages, les oui, réseaux, c'est mais dans les important. usages, justement. Donc vous nous parlez un petit peu de votre rôle. Et ce que j'aimerais un peu que vous nous disiez, c'est qu'est-ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je connais un peu mieux la région centre. La Bourgogne-Franche-Comté, je connais un peu moins bien. Enfin, je connais un certain nombre d'espaces. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tiers-lieux, de coworking? Parlez-nous. Alors nous, c'est tiers-lieu. Notre approche, c'est tiers-lieu, c'est pas coworking. Parce que historiquement, on avait d'autres tiers-lieux, des Fab Labs par exemple. Moi, j'ai créé dans une autre vie un premier tiers-lieu qui s'appelait un Fab Lab dans un village de 350 habitants. Fab Lab, hein, Ouvert, ouais. Ouvert depuis maintenant 7 ans. Donc ça fonctionne. Et très vite, la région Bourgogne à l'époque a aidé l'équipement de ces tiers-lieux.
Et Bierne, ça a 350 habitants. Hein. Donc, Et ça vient de de terminer. quantité, hein. Non, et ça vient de terminer un gros projet avec les Hospices civils de Lyon sur le transport des organes à transplanter. Donc on voit que la ruralité, il y a des gens. Moi, les communautés, elles me vont. Et ça travaille en réseau. Moi, il y a un truc très important qu'on met en avant, c'est que ces tiers-lieux ne sont pas tout seuls. Moi, quand je vois une collectivité locale qui me dit « Moi, je veux un tiers-lieu à moi et je ne veux pas que ceux d'à côté viennent », c'est pas la peine, on n'y va pas, vous avez perdu d'avance. Il faut laisser ouvert. Un tiers-lieu, c'est justement des lieux ouverts. Et ça, c'est super important. Complémentaire. Et il n'y a pas un tiers-lieu typique. Alors nous, dans nos administrations, on aimerait bien qu'on écrive une fiche, voilà ce qu'est un tiers-lieu. Et ça, on ne veut pas le faire, parce qu'on laisse faire en fonction du territoire et des gens. Hein, ça, c'est très important. Et là, on a fait tout un boulot, notamment avec Bruno-Louis Seguin, mon collègue qui est actuellement à Lille, au Grand Barreau. Et on leur fait coucou parce qu'ils nous regardent aussi. L'idée, c'était de cartographier un peu, parce qu'on a vu qu'il y avait des lieux un peu partout. Et on a fait des grandes catégories. Alors, des lieux de travail, typiquement des espaces de coworking ou autres, des télécentres, parce qu'on a eu ça aussi dans nos lieux ruraux. Et puis, des lieux de fabrication et de médiation numérique, typiquement les Fab Labs, ou tout ce qui tourne autour, hein, puisque après, il y a des chapelles. Et puis, des tiers-lieux, on va dire, ce qu'on appelait les living labs dans une autre vie. Et aujourd'hui, des lieux d'expérimentation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle start-up. Une start-up, c'est pas le tout de la financer, c'est pas le tout qu'elle ait un beau business model. Il faut peut-être créer des produits ou des services, et les expérimenter, et les mettre en open innovation et en design de service avec les gens. Parce que c'est au service des gens. Et c'est ça l'idée. Et on a des tiers-lieux qui sont aussi bien centrés sur le handicap, sur l'habitat social, sur les associations. Parce qu'on ne se rend pas compte que le monde associatif, le numérique, c'est pas si simple que ça. Il faut aussi les aider et qu'ils deviennent des centres de ressources. Et nous, dans une grande région comme la nôtre, alors grande surtout géographiquement, puisqu'on est extrêmement rural, tout ça, le numérique, ça aide aussi à les mettre, à partager et à trouver. On n'a peut-être pas la compétence dans notre village ou dans notre communauté de communes, mais par contre, on a sans doute la compétence ou un projet qui nous intéresse ailleurs. Et la mise en réseau est vraiment une grande action. Et là, nous, on a terminé en décembre la mise en place et la coécriture. Alors, on est très open innovation et partage. Donc, on a impliqué tout le monde et tous les tiers-lieux existants, à peu près 80 autour du numérique pour commencer. De toute taille, hein, de 350 habitants à Dijon Métropole. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Et là, on a travaillé ensemble, on se voyait toutes les 6 semaines, et puis on a réussi à sortir une charte globale des tiers-lieux. Pas coworking, hein, tiers-lieux, donc plus large. Quelle est la proportion de tiers-lieux qui naissent d'initiatives individuelles, qui sont vraiment encouragées directement par les collectivités? On va dire 40 collectivités, 60% qui viennent. Voilà, j'ai une idée, j'ai déjà une communauté, je vais faire quelque chose, ou d'évolution de lieux existants aussi. Hein. On a eu tout un truc autour des MJC, autour des espaces publics numériques, et on en a aujourd'hui qui s'ouvrent, voire des médiathèques aussi, qui s'ouvrent et qui se disent moi je suis tiers-lieu. Et nos tiers-lieux, ils sont souvent. Alors on a vu la mission qui est venue nous voir, à la fois à Savigny-les-Baudes, où moi j'anime aussi un tiers-lieu, là c'est 1600 habitants, alors on n'a pas des grands vins, mais on est en plein milieu des vignes, et puis qui est venu à Autun, qui est une ville de 15 000 habitants, voir aussi un tiers-lieu. Et nos tiers-lieux sont souvent des patchworks, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé, on n'est pas que fabrication ou que télétravail, ou etc. C'est souvent une mixité. Et encore une fois, c'est en fonction des besoins, en fonction des gens. Il suffit que vous ayez 2-3 personnes qui travaillent à domicile quelques jours par semaine, qui en ont ras-le-bol, c'est ce que j'ai entendu dans la table ronde d'avant, en disant je ne peux plus travailler chez moi, j'y arrive plus, et qui vont venir là-dedans. Donc on s'adapte et il faut qu'ils soient très ouverts et évolutifs. Hein. C'est la méthode agile, l'open innovation, c'est la clé du succès pour nos tiers-lieux. On parle de 1000 à peu près tiers-lieux en France. Enfin, si on compte large, je pense qu'on est plutôt à 2000. Oui. Hein, 1800. Oui. Tout ça. Après, si on parle de tiers-lieux seulement pour les services, pour le travail de bureau, c'est plutôt dans les 800, quelque chose comme ça. Ce soir, c'est plutôt des tiers-lieux qui sont plutôt dans le travail de bureau, mais pas que quand même, hein, puisqu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui font de l'artisanat, etc. Qu'est-ce que vous voyez comme émergence? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe très vite ou est-ce que ça va saturer? C'est-à-dire, est-ce que
On va passer à 4000 tiers-lieux. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? On est passé on va dire de 50 tiers-lieux en 2010 à, mettons, 1500, 2000 aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est une forme? Parce que souvent on m'a dit, moi, c'est une mode, votre truc, ça va pas durer. Moi, j'y crois pas, je crois que c'est vraiment une tendance, mais comment est-ce que vous voyez cet avenir? L'avenir, pour moi, ça va. On peut avoir même, tiens, pour illustrer ce que vous dites, on peut avoir sur une même zone géographique plusieurs tiers-lieux qui sont même très complémentaires. Hein, moi, j'ai l'exemple de Belfort en tête, où on a l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, qui nous regarde aussi ce soir, qui est tiers-lieu d'idéation et de fabrication. Et puis, juste à côté, de l'autre côté de la rue, la 5D, qui nous regarde aussi, je le sais, parce qu'ils m'envoient tous des SMS, qui nous regarde et qui est plus sur l'innovation sociale et le coworking. Eh bien, ils travaillent ensemble. Très bien. Et ils sont complémentaires. Et ils n'ont pas tout à fait le même public, mais par contre, ils ont des points communs. Mais la croissance derrière. La croissance, moi, l'idée, c'est qu'on n'ait plus de trous dans la raquette sur le territoire et où qu'on soit, on puisse dire, bah voilà, j'ai un projet, je veux faire quelque chose ou je veux trouver quelqu'un qui, eh ben, on le trouve. Et nous, c'est notre mission et c'est ce qu'on va faire dans l'année. C'est une fois qu'on a cartographié à la fois les lieux, puis après les gens qui sont dedans, les compétences des gens, voire les projets s'ils veulent les mettre, c'est de savoir ce qu'il y a sur mon territoire. Tiens, je veux faire ça ou je veux trouver une compétence sur quelque chose, je la trouve par là. C'est quoi? C'est le futur bistrot intelligent, le tiers-lieu? Peut-être, on a les villages dont je vous ai parlé, il n'y a plus de bistrot. Et ça redevient celui de Biarn dont je vous ai parlé, on ouvre en même temps que le secrétariat de mairie qui ouvre 2 fois 2 heures dans la semaine. Mettez-vous ça dans la tête. Et ben, on ouvre aussi en même temps, parce que les gens qui viennent à la mairie, ils viennent là aussi, et ça devient un lieu où on échange. C'est un lieu de service, on peut avoir des... Oui, bah, j'ai un problème avec mon internet, je ne sais pas me servir de mon smartphone ou je veux, voilà, je viens aussi pour ça, mais c'est des vrais lieux de sociabilisation et de rencontres. Hein, c'est vraiment ça, et de redynamisation des territoires. Rémi Cellier, on me pose une question sur Internet. Là, vous avez rencontré la coopérative des tiers-lieux à Bordeaux? Oui, bien sûr. Pardon Marie-Laure, oui, bien sûr. Non, mais j'ai oublié de le dire, mais je suis content que vous l'ayez dit, Pascal. Je trouve, j'ai oublié de le dire, mais les réseaux de tiers-lieux ont un rôle très important en fait. Ce qui caractérise les tiers-lieux, c'est des lieux ouverts, de redynamisation. Mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant et ce qui fait la valeur ajoutée aussi des tiers-lieux aujourd'hui, c'est cette communauté nationale et ces communautés régionales qui sont constituées et qui en fait font émerger une ingénierie une ingénierie nouvelle en fait et de nouvelles méthodes de travail. Et ce qui essaie parfaitement de faire Marie-Laure Cuvelier avec la coopérative tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, c'est accompagner des entreprises à développer les tiers-lieux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour cette entreprise en matière de travail et de nouvelles méthodes de travail? Je vais demander à Gérard Pelt maintenant, parce que je crois qu'on vient de me faire un grand signe. On a dépassé les temps. De nous parler de l'Europe un peu, pour commencer. Vous allez déjà vous présenter ce que vous faites, et puis peut-être avez-vous une vision de tiers-lieux en Europe? Ça nous intéresse beaucoup, parce que moi je ne l'ai pas personnellement, pas beaucoup en tout cas. Oui, donc je suis président de l'association internationale Ruralité, Environnement, Développement. Pour savoir un peu plus ce que c'est, ça me permettra d'aller plus vite sur le sujet. ruraleurope.org. Voilà. Comme ça, vous verrez ce que l'on est. Donc, c'est une association qui part du principe que l'Europe, c'est excellent, mais si on sait l'inspirer pour qu'elle corresponde, elle apporte des réponses aux besoins des gens, c'est mieux et c'est ce qu'on fait, en clair. Et à ce niveau européen, avant de parler des tiers-lieux, j'ai juste te rappeler que les territoires ruraux, c'est ces territoires un peu étranges qui représentent à peu de choses près, en Europe, la moitié de la population et la moitié des emplois. Donc c'est quand même pas rien, mais on a du mal à les nommer. Pour nous, les territoires ruraux, ce sont des pôles de développement et d'innovation. Ils s'inventent énormément de choses dans les territoires ruraux. Les gens dans les territoires ruraux, quand ils ont un problème, ils retroussent les manches, ils collaborent entre eux et trouvent une solution. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça ne se traduit pas toujours dans les votes, cette démarche-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment alerté. Donc première chose, on fait en sorte que l'Europe prenne en considération les territoires ruraux comme étant des pôles d'innovation. Et ça porte un nom, c'est la proposition en faveur d'un agenda rural européen. Il existe un agenda urbain,
il nous faut un agenda rural européen et le Parlement européen, on a réussi à faire voter au Parlement européen une résolution en faveur d'un agenda rural européen. Et d'ailleurs, la France nous a entendus puisqu'elle met en chantier aujourd'hui, et quand je le dis elle nous a entendus, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité, un agenda rural français. Donc il va falloir qu'on s'en empare pour que ça représente et ça permette de faire apparaître toutes ces femmes et ces hommes qui co-construisent dans les territoires et qui peuvent apporter des solutions sur le futur. Ouais. Merci pour cette information, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs, nos téléspectateurs exactement. Et on va peut-être parler un petit peu d'une expérience qui a lieu à l'heure actuelle, qui a commencé depuis très longtemps, donc dans le village de l'Aveyron, qui est à peu près à 45 minutes de Rodez. Il n'y a pas de train pour y aller, mais il y a quelques habitants qui sont motivés. Ça s'appelle donc le village d'Arvieux, une société qui s'appelle l'ERIS, et peut-être que vous allez nous parler un peu de ça avant qu'on passe la vidéo, puis après vous pourrez revenir dessus. Oui, donc société Létis. Le village d'Arvieux, c'est un village qui a osé accueillir une entreprise d'un autre genre, portée par des jeunes qui étaient du territoire, parce que tout le monde n'a pas voulu les accueillir, eux les ont accueillis. Et Arvieux, c'est avant tout un vrai village avec des vrais gens qui ont envie de... Ouais. Mais parfois on entre dans l'explication d'une autre manière, qui ont juste envie de bien vivre là, d'expliquer aux personnes d'ailleurs qu'il y fait bon vivre, et de faire en sorte de passer la marche du futur, mais tous ensemble, sur l'ensemble des sujets. Donc le numérique, le tiers-lieu, les ateliers de coworking qui sont en train de se faire, c'est pour permettre ça, apporter des services aux gens grâce à ces éléments-là. Si vous permettez, on va regarder la vidéo, puis on reviendra un petit peu dessus. Ouais, Gilles Bougnol, donc je suis à la base je suis artisan et je suis devenu maire du village. Voilà, donc c'est une commune de un peu plus de 813 habitants exactement au dernier recensement. Voilà, c'est une commune très étendue avec trois bourgs principaux, l'Arvieux, Caplong et Saint-Martin-des-Faux. Ben, le défi c'est de vaincre l'isolement, c'est de vaincre la baisse démographique. Donc le projet c'est le projet lié au numérique. C'est un pari qui a été lancé, comme on le disait tout à l'heure, il y a 20 ans. Grâce à l'arrivée de 4 jeunes. Sophie Terris, je travaille à l'entreprise Laetis depuis le mois d'août et puis sinon j'habite à Arvieux depuis 20 ans. Vincent Benoît, j'ai créé la Scope Laetis en 98 et j'habite pareil depuis 20 ans à Arvieux. En 2015, l'entreprise Laetis se pose la question de rester à Arvieux ou pas. Je leur ai dit, moi si vous me dites oui, ça veut dire que on fait de ce lieu un hors du commun, rural et digital. Sinon, on finira par partir, donc c'est pas la peine de dire on reste là si on fait rien. Il s'est passé une autre chose en même temps, qu'il y a 10 projets participatifs qui se sont montés en même temps que notre idée de faire un espace de coworking pépinière. Et tous ces projets qui sont arrivés, c'est des ingrédients qui se sont mis petit à petit, qui ont été faits par des gens différents, par des participations différentes. Tous ces ingrédients, c'est fini par devenir une mayonnaise qu'on a mélangée. Et il se trouve qu'on est en train de créer un concept, c'est qu'on est en train de créer un tiers-lieu villageois, c'est que c'est plus le coworking pépinière, c'est tout le cœur de village. Donc du coup, le concept de zone d'activité numérique, ZAN, a été inventé. Là, on a le lieu central qu'on appelle coworking pépinière. C'est là où l'entreprise de Laetis, par exemple, a ses bureaux. Et il y a aussi les locomotivés. Locomotivés, c'est une association de circuits courts. Ils sont 2. Donc les 2 salariés sont aussi dans ce bâtiment. Je suis Julie, je suis salariée des locomotivés depuis 2014. Donc les locomotivés, c'est une association de producteurs et de bénévoles, consommateurs aussi. Voilà. L'association elle est née en 2012 en fait et elle est partie de l'entreprise Laetis qui est basée à Arvieux. Et l'idée c'était de mettre le numérique en fait au service de l'agriculture en se disant voilà on peut peut-être faire quelque chose pour avoir accès à des bons produits locaux. Donc les gens en fait commandent en ligne le lundi soir avant minuit et sont livrés le mercredi après-midi dans des points relais. Ils peuvent retrouver du pain, de la viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes, des fruits, voilà. Les locomotivés, oui, ils apportent la nourriture, mais ils apportent aussi la connaissance de ce qu'ils mangent, en fait, tout simplement, parce que les gens ont accès, ils peuvent contacter directement les producteurs, les connaître. Voilà, donc c'est au-delà du simple fait de manger, en fait. Là, vous avez le Cantou. Le Cantou, c'est un lieu public qui existe depuis 10 ans maintenant.
qui est à la fois une médiathèque cyberbase, qui est à la fois le lieu de service aux associations, et qui, au rez-de-chaussée, contient la poste et le bureau d'information touristique. Moi, je suis animatrice multimédia, je me définis comme ça. Quand des gens viennent se connecter, ils s'arrêtent de discuter en bas pour voir ce qu'on programme comme animation, comme séance cinéma, comme atelier numérique qui peuvent intéresser leurs parents, leurs petits-enfants en vacances. Donc faire du lien, c'est vrai qu'un espace comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'avait pas pris d'abonnement internet chez lui parce qu'il voulait continuer à venir ici, à croiser du monde et tout se mélange et c'est bien. Ce qu'on vous raconte là, le rêve du jardin, tous ces lieux, comme vous avez dit, tout ce cadre village, on lui a donné un nom, c'est ce qu'on appelle une marque partagée, mais ça c'est prout-prout, mais en gros c'est un truc qui va appartenir à personne. C'est un nom de lieu, ça s'appelle le Jardin d'Arvieux, c'est un lieu où on a envie de cultiver ensemble de même. Ce qu'on a appris dans cette démarche, ce qu'on a appris en 20 ans, on a envie de le partager et on voudrait être une école du connais-toi toi-même, une école de l'art du faire ensemble. En tout cas, le projet du jardin, c'est comment inventer les villages de demain, mais au-delà des villages, c'est comment inventer des communautés, soit de travail, soit villageoises, soit citoyennes, un peu inspirées, où rien que le faire ensemble, c'est déjà joyeux, quoi. Merci à Arvieux et toute son équipe qui a fait un travail formidable. On va redonner la parole à Gérard Peltre qui va nous commenter un petit peu ce qu'il voit dans l'essence même d'Arvieux et ce qui se passe et qui peut servir. On parlait d'SMH tout à l'heure pour essaimer partout en France ou même en Europe. Ce que j'ai vu là correspond exactement à ce que j'ai vu quand je suis allé les voir. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est tout simple. Donc un vrai village avec des vrais gens, je le disais tout à l'heure, et ils se sont organisés pour que le numérique leur permette d'avancer sur des solutions qui leur permettent de mieux vivre dans le secteur et d'être plus attractifs. Mais il y a un élément important qu'on a vu dans la vidéo, c'est qu'ils ont une animatrice qui permet à l'ensemble des habitants, quel que soit leur niveau, d'intégrer la dimension du numérique pour ensuite travailler ensemble. Les locomotivés aussi. Moi, j'ai eu longuement l'occasion d'en parler avec eux. Ils utilisent là aussi le numérique pour apporter des produits des agriculteurs du territoire aux consommateurs du territoire et d'adapter l'apport de ces produits-là aux besoins des gens et pas les obliger uniquement à prendre les paniers qu'on leur sert. Mais tout ça, c'est en relation avec une agriculture de qualité, c'est en relation avec une qualité de vie dans le village, la médiathèque. Mais aussi qui est bien entendu un lieu numérique, c'est cette médiathèque. C'est dans ce secteur-là aussi qu'on a la maison, donc la MSAP, maison de service au public. Tout ça avec cet accompagnement dont on parlait là et le rôle important de Létis, parce que Antoine Benoît, il rend au territoire ce que le territoire lui a donné. Ça, il faut le méditer. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et puis le maire Gilles Bounol, oui. Eh bien, il est là. Et il est l'animateur qui crée du lien entre tout le monde, d'une manière discrète. Mais sans lui, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Sophie Létis, donc la dimension culturelle, elle l'accompagne, elle est habitée, et en même temps, elle avance en permettant à tout le monde d'avancer en même temps. Ce que j'ajouterais, c'est que, vous avez vu, Antoine Benoît, il est dans une salle de spectacle là. Cette salle-là, c'est la salle que les habitants avaient construite avant. Ils ont eu le souci de préserver la mémoire de la construction des gens d'hier pour construire le lendemain. Ça, c'est une délicatesse qu'on ne voit pas toujours non plus. Pose-toi de là que je m'y mette, ça on voit souvent. Mais dire on poursuit le chemin et on va plus loin ensemble. C'est ça, Arvieux. Et ça, tous les territoires pourraient le faire. Tous les territoires ne le font pas. Hein? Il y a une idée d'écoute et de transmission dans ce que vous dites. Ah oui. Et je pense que beaucoup de territoires peuvent la méditer. Je vais rajouter... Oui, monsieur Cellier. Une minute, une seconde. Ça fait vraiment écho à ce que font les villes qui s'appellent les villes pères de la transition écologique, enfin la transition. Los Angeles, Le Méné, Maloney et Grande-Synthe qui sont alliés et qui travaillent justement sur qu'est-ce qui a marché dans leur territoire et comment elles sont aujourd'hui des villes pilotes du développement durable. Et elles parlent vraiment de cette notion de récit en fait du territoire. Et de comment on intègre l'histoire d'un territoire et on en fait un levier de transition. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait. Et si je veux rebondir,
ils sont dans la logique de l'échange réciproque de savoir qui doit habiter les tiers-lieux, que les mutualités sociales agricoles portent comme étant un outil de santé d'ailleurs. Hein. Et ça, on est vraiment dans ces éléments-là. Moi, le pôle d'appui aux innovations donc technologiques, sociales et pour les services dont je suis le responsable sur Dieuze, on fait exactement ça aussi. On se fond avec ces nouvelles technologies dans les ambitions de développement et le travail collaboratif, coopératif entre les uns et les autres, où chacun grandit en même temps pour inventer de nouvelles solutions du futur. Et qui n'est pas interdit à l'entreprise. Surtout pas. Surtout pas. Surtout en pas. fait, l'entreprise en fait partie prenante. Surtout pas, absolument. Avant de passer la parole à Stéphanie Chassin, je voudrais que Pascal Minguet nous réponde sur une question. Qui prend l'initiative dans le territoire pour tout ce qui est développement numérique? C'est vous-même? C'est le service numérique Nord. Alors, on est plusieurs au service numérique de la région, heureusement. Oui. On faisait historiquement partie de la direction de l'aménagement du territoire et du numérique. Maintenant, on vient de passer dans un autre pôle qui est plus stratégique. Oui. C'est d'ailleurs bien, parce que le numérique prend... voilà. Mais on est vraiment au service du territoire, ou des territoires plutôt, et des habitants. C'est vraiment ça qui est important. Hein, c'est les deux. Il n'y a pas que le territoire. Donc ça, c'est au sein de la région, tout ça. Oui, c'est au sein de la région. On est bien d'accord. Et c'est la région qui a décidé, enfin nos élus, de dire ces tiers-lieux sont importants, ces tiers-lieux sont vraiment des lieux justement d'appui pour plein de choses. Ils sont aussi très ouverts et très innovants. L'innovation, elle n'est pas décrétée dans des maisons qui s'appellent maisons d'innovation. Ça se fait par les gens. Et encore une fois, on n'est pas plus idiot dans les territoires ruraux. On se rend compte qu'on a des gens, mais d'une qualité extraordinaire, qui ont un savoir-faire extraordinaire, ancien ou nouveau. Parce que le numérique, c'est pas parce qu'on n'avait pas forcément les réseaux. Alors maintenant, ça arrive très très vite. C'est pas parce qu'on n'avait pas les réseaux qu'on ne sait pas utiliser le numérique. Et au contraire, on sait l'utiliser pour des choses très pragmatiques. Et on est peut-être beaucoup plus pragmatique qu'ailleurs parce qu'on cherche des solutions. Et puis on les change avec son voisin. Quand je fais une ruche connectée, moi, si je suis apiculteur, je vais proposer à d'autres de pouvoir le refaire. Et ça vient de ces tiers-lieux, par exemple. Est-ce que ça a une incidence, ce que vous faites, peut-être faible pour le moment, mais est-ce que ça a une incidence sur les Paris-Dijon, les mouvements pendulaires entre les grandes capitales, la capitale et la région? Non, mais c'est un vrai sujet d'attractivité. Nos territoires se développent. Oui, c'est bien ça qu'on veut faire. Nos territoires se développent. Non, j'en sais rien. Moi, j'ai habité Paris 20 ans et je suis très content d'être retourné dans ma province. Mais non, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des problématiques d'attractivité et de dépeuplement et c'est des vrais sujets. Et un tiers-lieu comme la Filature à Ronchamp, c'est 2500 habitants, 2700, et ils travaillent vraiment. Ils font une animation régulièrement pour réattirer des quadras quinquas qui reviennent se réinstaller et voir un peu comment on peut les aider à redémarrer une activité ou à trouver des choses. C'est le cas d'Hervieux. Voilà, complètement. Et ça, c'est des vrais sujets. Dans le centre, il y a un Fab Lab tiers-lieu qui attire énormément de monde, qu'en pleine campagne, je ne me souviens plus de son nom, c'est juste à côté de Blois. Donc c'est vrai que c'est une revitalisation pure et simple de certains lieux. Oui, puis les territoires sont fiers après parce qu'on fait des choses, on y fait des choses, ils sont fiers qu'on avance. Moi j'en parlerai après, mais je préfère. Voilà. On va revenir en ville, dans la grande capitale. Donc il y a au mois de janvier 2018, si j'ai bonne mémoire, la région a déménagé son siège qui était Barbey-de-Jouy vers Saint-Ouen, donc la proche banlieue parisienne, avec un immeuble flambant neuf, très très bien équipé, mais sa présidente Valérie Pécresse donc avait décidé d'offrir la possibilité de télétravailler ou de coworker à un certain nombre de travailleurs qui étaient volontaires, pardon. Donc vous allez nous en dire un peu plus, parce qu'on a hâte de vous entendre, parce que je pense que vous êtes la plus grande collectivité en France qui ait fait ce pas. Alors peut-être un pourcentage de télétravailleurs, effectivement. Après, en nombre, avec la ville de Paris, on est à peu près au coude à coude. Mais en pourcentage, c'est exact. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est en lien avec le déménagement à Saint-Ouen et aussi en lien avec un projet d'administration
plus libérée, plus agile, plus réactive, plus en interaction avec ses partenaires. Enfin, voilà, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à cet objectif d'une administration complètement transformée. Et le télétravail est un de ces éléments-là. On ne l'a pas travaillé tout seul, on l'a travaillé au cœur de valeurs de l'administration qui sont autonomie, confiance et responsabilité. On l'a fait très vite. Comme on a fait le déménagement très vite, il y a 18 mois, on lançait l'expérimentation avec 200 télétravailleurs. Il y a 15 mois, on lançait la généralisation. On est monté en flèche à plus de 1000 télétravailleurs en 3 mois et là, on a stabilisé ces données-là. Donc 1000 télétravailleurs sur 2000 effectifs présents au siège, sachant qu'on a une partie de nos collègues, qui travaillent dans les lycées et qui font l'entretien, la restauration pour les lycéens, l'accueil également des lycéens, et le télétravail ne concerne que les agents du siège. Voilà. Donc aujourd'hui, 60% des agents qui sont sur des fonctions éligibles télétravaillent, et ils télétravaillent pour 55% d'entre eux 2 jours par semaine. Voilà. Et où ils travaillent chez eux et en coworking. Et quand on dit chez eux, c'est domicile 1, domicile 2, ailleurs, donc chez la belle-mère, chez la cousine, chez le voisin, tout ça ne nous regarde pas, et en Île-de-France ou ailleurs. Donc les débats qu'on a eus sur l'attractivité en termes de travail et peut-être d'habitation, on y est aussi. Et n'oublions pas que la région Île-de-France, c'est 50% d'espaces ruraux également. Donc on est également sur les mêmes territoires. Et je pense qu'il ne faut pas opposer territoire métropolitain et territoire ruraux. On abordait la question des tiers-lieux dans les espaces un peu délaissés, dans les quartiers un peu difficiles. C'est aussi une question. Alors ils ont choisi, donc c'était chez nous le télétravail, il est vraiment sur la base du volontariat. Donc aucun agent n'est obligé de télétravailler. Et quand il veut télétravailler, il choisit son lieu de télétravail, donc le domicile, et il peut choisir également de télétravailler en tiers-lieu ou à la médiathèque du coin. Tout ça ne nous regarde pas, si ce n'est qu'il doit, pour des raisons d'assurance, nous le déclarer. Et aujourd'hui, ils font le choix à 80% d'être en domicile et 20% domicile et tiers-lieu. Et dans les faits, quand on regarde ce qui se passe, ils sont 35 agents à aller régulièrement, mais très régulièrement, en tiers-lieu. Très régulièrement, ça veut dire qu'ils y vont tous les jours possibles dans leur convention de télétravail. Et généralement, ils font quelques tiers-lieux au départ pour tester, pour trouver le bon. Et ensuite, ils s'y tiennent. Et ils s'y tiennent à tel point qu'ils nous ont demandé d'avoir des plages de réservation plus larges. On avait ouvert des réservations sur 1 mois. Là, ils nous ont demandé d'avoir une visibilité sur 3 mois pour être sûr d'avoir la place dans le tiers-lieu le jour qu'ils souhaitent en télétravail. D'accord. Alors pourquoi ils vont plutôt en espace de coworking, tiers-lieu, coworking, excusez-moi, je vais faire une appellation générique. Vous êtes pardonné. Pour 2 raisons. La première, pour 3 raisons essentiellement. La première, elle tient au fait qu'ils veulent séparer les espaces de vie et l'espace professionnel. Parce que le logement est trop petit, parce que le conjoint télétravaille également, parce que les enfants, ados sollicitent les jours... Tout ça ne nous regarde pas non plus, mais c'est les éléments qui nous apportent. Deuxième raison, c'est qu'ils ont envie de découvrir des lieux de travail différents. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont envie de voir des gens différents. Voilà. Et alors après, une fois qu'ils ont dit ça sur leur motivation à aller en espace de coworking, comment ils choisissent leur espace? Ils veulent un espace facile d'accès. Voilà. Alors peut-être qu'on est en région Île-de-France et qu'on sature un peu en termes de transport et qu'on n'a pas envie d'utiliser le même mode de transport ou de faire autant de transport. Donc on va plutôt choisir l'espace qui est plus facile en accès en voiture ou alors en marche à pied. On voit que ça peut se développer. Donc un espace facile d'accès. La deuxième chose qu'ils nous disent dans les verbatims qu'on récupère, c'est on veut un endroit habité, un endroit avec une âme, un endroit incarné, un endroit dans lequel on se sent bien. En gros, c'est pas 3 chaises et 2 bureaux dans un espace gris, moche, dans lequel où on a une machine à café qui fait du bruit. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un vrai espace de travail. Et donc, on veut des conditions de travail, des conditions de rencontre qui soient de qualité. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on les voit se sédentariser, entre guillemets, à choisir leur espace de tiers-lieu préféré et à s'y tenir. Voilà rapidement sur les éléments que je peux vous donner sur le coworking. Après, j'ai plein d'éléments, si vous voulez, sur comment on passe de 0 à 1000 télétravailleurs en si peu de temps. Ces éléments-là, si vous le souhaitez, on peut les développer.
Donc en fait, la qualité du lieu compte énormément. Énormément. Énormément, on est d'accord. On a observé d'ailleurs depuis 3-4 ans que, comme vous disiez, c'est pas un espace gris avec 2 tables et 3 chaises qui attire les gens. Bon, ça peut être des exceptions, mais la majorité des personnes sentent la qualité de l'espace et y adhèrent ou pas avec la communauté, etc. Vous vouliez intervenir ? Oui, vous m'avez posé une question, comment on fait pour généraliser? Il faut que le territoire ait une ambition de développement partagée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut les politiques publiques. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec l'Europe. Et l'Europe est en train d'ouvrir la réflexion sur des smart villages, smart, donc rural territories. Montrer que le territoire, on peut le faire, donc accompagner pour booster des politiques publiques, notamment dans le cadre des régions. Vous m'interrogiez, donc c'est sur la table, et c'est dans le projet d'agenda rural européen. Vous m'interrogiez sur l'entreprise. Sur le Saulnois, là, donc ce secteur de Dieuze, on a une entreprise, ils s'inventent des imprimantes 3D et fabriquent. Et on a donné une délégation de service public à la SAS OpenEdge qui va gérer le tiers-lieu Fab Lab, connexion directe avec le développement donc, de ces imprimantes, mais aussi, parce qu'il y a une personne qui est docteur en innovation par l'usage, l'accompagnement au développement de l'ensemble des services, et on fait en sorte que ça percole avec le lycée Charles Hermite, bien sûr, le collège, les périscolaires, pour qu'il y ait une culture de l'innovation qui pousse, et là le numérique. Je dois juste terminer en disant, le télétravail permet de donner des possibilités de répondre à l'envie des personnes qui désirent la campagne. Le télétravail leur permet de pousser leurs projets ailleurs et par le biais des ateliers des tiers-lieux, ils vont collaborer ensemble, rencontrer des gens, inventer de nouvelles entreprises, de nouvelles possibilités. Et ça, c'est tout ce qui arrive et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment répondu présent aujourd'hui. Merci. Donc on n'est plus dans Alphonse Allais qui disait les villes à la campagne. Non, on fait quelque chose à la campagne qui est différent. Et on collabore avec les villes parce que l'Université Lorraine, le laboratoire Lorraine Fab Living Lab travaille avec nous. Bien sûr, bien sûr. Je vais conclure ce débat et je vais vous remercier beaucoup de vos apports. On pourrait continuer longtemps parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets extrêmement importants, des enjeux futurs qui sont là, que l'on touche et on n'a pas fini de débattre. Hein. Je pense qu'on pourra reparler des smart villages, etc. Bientôt, parler de la mairie de Paris, ou enfin de la ville de la région Île-de-France, pardon, pourquoi pas de la mairie d'ailleurs. Je voudrais seulement signaler à tous nos internautes que, je ne sais pas si on présente la slide à l'heure actuelle, il y a aujourd'hui, on profite de cet événement pour lancer un appel à projet pour la région Île-de-France. Cet appel à projet est ouvert à partir d'aujourd'hui, donc 21 mars, jusqu'au 5 mai 2019, et concernera un budget, enfin une allocation de budgétaire selon des règles que vous découvrirez sur Internet, on ne va pas les détailler là, il y en a 8 pages, de 2,7 millions d'euros environ consacrés à cet appel à projet. Donc c'est important, et ceux qui sont en Île-de-France, et je vois par exemple la Seine-et-Marne qui est le plus grand territoire de l'Île-de-France, puisque ça représente 50%, avec beaucoup de tiers-lieux à la campagne, on en parlait tout de suite, et bien d'autres pourront participer, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient entreprises ou collectivités locales. Donc à bon entendeur, salut, et je pense, est-ce qu'on a un peu de temps pour quelques questions ou c'est fini? Non, c'est fini. Donc on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, échangé un peu avec nous, avec quelques questions. Toutes ces vidéos et toutes ces interventions seront sur le site Coworking France. Ce site est appelé à se développer. C'est une édition 1 cette année qu'on a préparée avec Néonomade et quelques partenaires. Il y aura certainement une édition 2 et on vous souhaite d'y participer le plus largement possible. En tout cas, merci et bonne soirée à tous.